Breaking news. Breaking news. Breaking news. France, la CEDEAO confirme leur solidarité. Profitant de leur présence au sommet de Paris, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part à un mini-sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Dans la matinée du 18 mai 2021, les chefs de l'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis à Paris dans le but d'harmoniser les positions des pays de la zone UEMOA avant le début du sommet sur le financement des économies africaines qui, lui, débutera en début d'après-midi dans la capitale française. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a reçu en audience ce 13 mai 2021 au siège de son département ministériel une forte délégation onusienne conduite par Madame Hind Jalal. L'objectif de cette rencontre, trouver les voies et moyens pour offrir à la jeune fille camerounaise non seulement une éducation de qualité, mais aussi et surtout une meilleure considération sociale. Durant ce moment d'échange avec le ministre, la représentante de l'ONU Femmes au Cameroun, Madame Hind Jalal, a présenté une nouvelle vision pour l'éducation des filles au Cameroun. D'être reçu par son Excellence le ministre des Finances, auquel nous avons présenté l'initiative Éducation Plus, qui vise à utiliser l'éducation secondaire comme une porte d'entrée pour renforcer le potentiel des filles et les maintenir à l'école, mieux les protéger de tous les dangers, y compris les VIH, les grossesses non désirées, les mariages précoces, etc. Et donc, son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné son soutien total et nous a donné plusieurs recommandations afin d'améliorer cette initiative et atteindre les objectifs que nous escomptons tous à l'horizon 2030. Même si les chiffres de soutien à cette initiative ne sont pas encore connus, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a donné son accord au soutien de ce projet. En matière d'investissement dans l'éducation, que ce soit de base ou secondaire, il nous a également assuré de son engagement dans le processus de budgétisation sensible au genre que lance le ministère, qui est une façon de faire des budgets différenciés vis-à-vis des besoins des filles et des garçons, des hommes et des femmes, afin d'atteindre les objectifs de la SND et les objectifs de l'agenda 2030. Le Cameroun est donc prêt à mettre les moyens en jeu pour permettre à la jeune fille de mener une vie débarrassée de la violence fondée sur le genre, des pratiques néfastes et du VIH-Sida, d'apprendre de nouvelles compétences pour aborder l'avenir qu'elle choisit et de prendre la tête d'une génération d'activistes qui accélèrent le changement social. L'initiative Éducation Plus offre donc à l'État du Cameroun l'opportunité de tirer un maximum de potentiel de transformation des investissements en faveur des adolescentes et des jeunes femmes du pays. À la recherche d'une solution pour mettre fin au choc économique causé par la crise sanitaire sur le continent africain, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État et du gouvernement, ont été rejoints à Paris par des hauts responsables européens ainsi que de décideurs du milieu financier et économique international pour tenter de freiner la première récession sur le continent africain en 25 ans, conséquence directe de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une action soutenue par le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron. L'épidémie de Covid-19 a d'ores et déjà et aura de manière sûre un impact massif sur l'économie du continent africain cette année après l'année prochaine et sans doute pour les années à venir, bien supérieur à toutes les crises précédemment connues. Les estimations, et je pense qu'elles sont plutôt des minorants de la réalité, sont autour de 300 milliards de dollars de besoins de financement entre aujourd'hui et 2025 pour l'Afrique. Ce sommet vise à mobiliser des financements massifs et innovants en faveur des pays africains et à obtenir à terme 100 milliards de dollars US à travers les droits de tirage spéciaux pour permettre notamment de vacciner davantage les populations contre la Covid-19. Pour sa part, le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi, a souligné les grandes opportunités que constitue cette rencontre pour l'Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez
important sur l'attitude des populations. La directrice générale du FMI a quant à elle souligné l'importance de ce sommet qui doit déboucher sur un soutien financier plus fort à l'Afrique, car selon elle, une économie africaine forte et résiliente crée des opportunités pour les populations du continent, mais également pour l'Europe. Voilà les nouveaux cadres de la communauté urbaine de Yaoundé. Après leur recrutement, ils ont été instruits de suivre un plan de formation initié par le maire de la ville, Luc Messi à Tangana. Cette séance de formation s'est ouverte ce 5 mai 2021 dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Yaoundé sous la supervision du maire de la ville représenté par son premier adjoint. La présente session de renforcement des capacités fait suite au recrutement des personnels techniques, administratifs, juristes et financiers par la communauté urbaine de Yaoundé. Elle trouve ainsi son fondement dans la recherche d'un meilleur rendement des services au travers d'un personnel à l'efficacité avérée d'une part et dans certaines dispositions des textes en vigueur dans notre pays qui consacrent la formation continue comme un droit pour le travailleur en vue d'accroître sa performance d'autre part. Mesdames, Messieurs les personnels nouvellement recrutés au sein de la communauté urbaine de Yaoundé, avec cette session de renforcement de vos capacités, je dois dire que votre entrée dans cette auguste institution se fait de la plus belle des manières, car il n'en a pas toujours été ainsi pour vos aînés que vous allez côtoyer dans les jours à venir. Vous êtes donc des privilégiés et sachez en faire profit pour la suite de vos carrières qui commencent. Un atelier de renforcement des capacités des cadres nouvellement recrutés à la mairie de la cité capitale avec pour thème central la déontologie et la rédaction administrative. Objectif, doter le nouveau personnel des fondamentaux sur l'éthique et la déontologie administrative afin de les rendre immédiatement opérationnels et plus performants. Au cours de cet atelier, ils seront formés sur les généralités de la décentralisation, sur le droit, les obligations et l'éthique professionnelle des agents publics, mais aussi et surtout en technique de rédaction administrative. L'équipe d'animation de cette formation est constituée de 4 hauts responsables des services du Premier ministre chef du gouvernement. Tous experts en administration publique, praticiens de la rédaction administrative et familiers des questions de décentralisation. Le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Paris, en France, ce samedi 15 mai 2021, sur invitation du président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron, pour prendre part au sommet sur le financement des économies africaines, qui se tiendra le 18 mai 2021 à Paris, dont l'objectif est de mettre en place un soutien financier important destiné aux économies des pays africains durement touchés par la pandémie de la Covid-19. En marge du 10 mai, le chef de l'État ivoirien a accordé plusieurs audiences. Il s'est successivement entretenu ce dimanche 16 mai 2021 avec Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Monsieur Axel Van Trotzenberg. L'entretien avec la directrice du FMI a été l'occasion de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Elle a salué l'excellent travail accompli par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et a entre autres annoncé la mise à disposition des ressources additionnelles d'environ $1 milliard américains à la Côte d'Ivoire afin de contribuer à la relance économique du pays et à la création d'emplois. Le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a eu un second entretien avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Les échanges ont permis de faire le point sur les programmes de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons passé en revue la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Les choses se passent bien. Et nous sommes engagés à continuer ensemble et à donner encore plus de résultats aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire, mais je vais lui laisser la parole. Nous avons je crois qu'une réunion excellente avec Monsieur le Président. On a révisé un peu le programme de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, qui se déroule très bien.
On a une coopération excellente avec le gouvernement sur les différents dossiers, mais nous avons aussi utilisé cette opportunité de parler sur les grands défis de financement d'Afrique, parce qu'il y a une conférence internationale. Ici, j'ai retiré l'engagement total de la Banque mondiale de faire le plus possible de s'engager financièrement. Nous avons dernièrement augmenté fortement notre financement vers le continent d'Afrique, qui était l'année dernière 24 milliards de dollars. Et nous voulons continuer avec cet engagement et peut-être même plus. Ce que nous pensons est nécessaire que la communauté internationale s'engage plus et plus fortement en faveur des pays africains. À noter que le ministre, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Abdourahmane Cissé, le ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly et Mme Massiré Touré-Koné ont pris part à ces entretiens. C'est dans la salle de conférence de la préfecture de Yaoundé que préfets, sous-préfets, maires de la ville et les maires des 7 communes se sont réunis ce 3 mai 2021. Objectif de cette concertation, tordre définitivement le cou au désordre urbain qui se fait de plus en plus observer dans la cité capitale. Pendant les travaux, les différents participants ont passé au peigne fin les différents actes d'incivisme perpétrés par les populations de la capitale politique du pays. À ce titre, le préfet du Foundi et ses collaborateurs ont déploré la création de marchés spontanés, l'utilisation de la chaussée à des fins commerciales, les constructions anarchiques, les violations à répétition des feux de signalisation et des sens interdits empruntés par les automobilistes sur les voies de circulation. S'appuyant sur l'article 147 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le numéro 1 du Foundi a interpellé les 7 maires de la commune d'arrondissement de Yaoundé sur leur mission générale de développement local et d'amélioration des conditions de vie des populations. Pour Emmanuel Marienne Djingdeng, Yaoundé doit être la vitrine de la réussite de la décentralisation au Cameroun. La rencontre entre les sous-préfets du Foundi et les différents magistrats municipaux a permis également aux préfets de ces départements de déplorer les petits accrochages répétitifs survenus ces derniers temps entre les agents de la police municipale et ceux de la mairie d'arrondissement. Les échanges autour de ces différents conflits de compétition ont eu comme début de solution la création d'une plateforme de concertation autour du préfet du Foundi. Une plateforme au sein de laquelle les maires des communes, le maire de la ville de Yaoundé, les sous-préfets et le préfet comptent planifier les actions de terrain. Pour clôturer ce moment d'échange à huis clos, Emmanuel Marienne Djindeng a de ce pas invité chacun dans ses compétences et attributions à travailler au bien-être des populations afin de faire de la cité capitale Yaoundé une ville où il fait bon vivre. Au lendemain du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, son Excellence Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président de la transition au Mali, son Excellence Bandao. Cet entretien a été l'occasion de faire le tour d'horizon sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali ainsi que sur l'évolution de la transition dans ce pays frère de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici avec le président Bandao du Mali pour la conférence organisée par le président Macron sur le financement de l'Afrique. Le président m'a fait le grand honneur et l'amitié et la fraternité de venir me saluer. Et donc, je voudrais remercier Monsieur le Président et lui réitérer ce que j'ai toujours dit, que le Mali est un pays frère, le pays frère de la Côte d'Ivoire, un pays pour lequel j'ai une estime particulière. J'ai indiqué à Monsieur le Président que nous continuerons de tout faire pour aider les Maliens, pour aider la transition et pour soutenir Monsieur le Président de la République. Pour sa part, le président de la transition au Mali s'est dit satisfait de cette rencontre. Je dis simplement que dans la tradition africaine, je devais venir voir Monsieur le Président en tant qu'aîné. Il fait part de mes préoccupations, éventuellement de recueillir ses conseils. Toutes choses qui du reste a été bien compris et les réponses et les encouragements que j'ai reçus, comme vous le constatez,
nous satisfont. Aussi, une fois encore, je ne peux que les remercier de cet accueil qui me surprend guère. Monsieur, je ne peux que jamais vous dire merci. Merci beaucoup. Avec le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, les échanges ont quant à eux permis d'évoquer le suivi des conclusions du sommet sur le financement des économies africaines, de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire ainsi que les questions régionales et internationales. J'ai eu le privilège d'avoir la visite de M. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez, notre union continentale. C'est toujours un plaisir de faire un tour d'horizon avec M. le Président de la Commission et bien sûr parler de la Côte d'Ivoire pour lui dire que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Nous avons eu de bonnes élections législatives. Il y a une participation de tous les partis politiques significatifs. La paix est revenue et nous sommes au travail. Et aussi, nous avons parlé de la sous-région et bien sûr du continent. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir. Le président de l'Union africaine a pour sa part salué l'importante contribution de son Excellence Alassane Ouattara en sa qualité de champion de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes au lendemain d'une importante conférence sur le financement des économies africaines. Et vous savez, le président Ouattara est le champion de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est l'agenda africain, notamment en matière économique. Nous avons bénéficié de son expertise au cours de cette importante conférence et des propositions importantes ont été faites au cours de cette réunion. Et il est tout à fait naturel que je vienne discuter avec lui sur le suivi des conclusions de cette importante conférence. J'ai profité également, comme il vous l'a dit, de faire un tour d'horizon. Je me félicite des progrès patents en Côte d'Ivoire, dans le sens de la réconciliation et de la paix. La Côte d'Ivoire est un pays phare du continent, il est une locomotive dans l'intégration de notre continent et il y a lieu de s'en féliciter. Cependant, il a noté que le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire ainsi que le ministre de l'économie et des finances et la directrice de la communication de la présidence de la République ont pris part à ces entretiens. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sège Etoudigoa, a ce jour, dans le cadre de la communication gouvernementale, donné un point de presse dans la salle des conférences de son département ministériel. Objectif : lancement de la deuxième phase de contractualisation des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Devant les hommes de médias, le patron de l'éducation de base Laurent Sège Etoudigoa a déploré le fait qu'après les opérations de contractualisation de 2005 à 2019, le déficit en enseignants reste criard dans les écoles primaires au Cameroun. Une situation qui, d'après lui, serait liée à la mauvaise répartition des effectifs et à la surcharge des instituteurs d'arrondissement de l'éducation de base. Suite à la première crise économique grave que notre pays a connue pendant près de 2 décennies, permettait à notre gouvernement, disais-je, de pouvoir essayer, grâce à nos partenaires et aux efforts consentis par le chef de l'État, à travers des opérations de recrutement spécial, de pouvoir suppléer au déficit chronique d'enseignants connu dans les écoles de toutes nos 10 régions. Des opérations ont déjà été effectuées à travers certains programmes comme le RECEN, qui, après avoir analysé la situation, avait prescrit au gouvernement de recruter de manière massive et régulière des instituteurs pour nos écoles. 2007, 2011, 2015, 2018 et
2019 sont des étapes où ce recrutement a été effectué, parfois massivement. Mais à l'évaluation, il était toujours resté persistant, parfois même inquiétant. C'est pour essayer de résoudre ce déficit qui devenait inexplicable que l'accord signé en 2019 à travers le projet PAREC a décidé non seulement d'assurer le recrutement, mais également de trouver les voies et moyens qui allaient permettre au gouvernement de s'assurer que les enseignants qui sont recrutés sont bien à leur poste de travail et qu'ils sont en train de résoudre le problème de déficit qui se pose, qui impacte non seulement le gouvernement, mais les familles qui, à travers des opérations diverses, maîtres de parents, actions ponctuelles des élites, actions de la coopérative, essayaient de donner des enseignants bien que formés, mais pas toujours bien encadrés et disposés à nos écoles, dans nos villages et dans certaines de nos villes. À cet effet, le PAREC, tout comme les services du ministère de l'Éducation de base, ont eu pour mission de réfléchir à une meilleure stratégie qui permette à ce que on puisse recruter les maîtres, qu'ils restent à leur poste et que le déficit soit effectivement réduit. L'opération menée en 2019-2020 a vu 3000 nouveaux instituteurs recrutés et affectés dans diverses écoles de nos localités. Mais l'évaluation qui en a été faite a montré qu'il y avait des fortunes diverses quant à l'atteinte du ratio considéré comme normal par l'UNESCO, à savoir avoir 3 instituteurs publics dans tous les établissements de 100 élèves et plus. On était bien loin de là, parce qu'au début de l'évaluation, on était à 0,89. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 1 avec les diverses opérations menées au niveau de la fonction publique par le président de la République et au niveau des divers projets issus des accords avec nos partenaires. La dernière mission qui a été conduite par nos services a donné en fin 2020 une évaluation globale qui montrait les régions du sud-ouest, les régions du littoral et du sud, déjà au point de ce taux considéré comme le taux mondial qui permet de dire qu'une école fonctionne et donne des résultats à niveau satisfaisant. Ces 3 régions, en dépit des disparités internes qu'on peut constater sur le terrain, doivent globalement aujourd'hui fonctionner comme il se doit.
c'est l'occasion qui nous est donnée pour appeler les délégués régionaux de ces régions-là, en accord avec le gouverneur de région, de procéder à une meilleure distribution interne à leur région des enseignants mis à leur disposition. D'ailleurs, nous avons informé et instruit nos délégués régionaux qu'ils fassent le point des personnels d'appui qui sont dans leurs structures respectives. Car les signes, après des enquêtes discrètes que nous avons au niveau de l'administration centrale, montrent que, en dehors de quelques inspections d'arrondissement, nous en avons dénoté environ 4 dans le centre, il y en a d'autres dans les autres régions. La plupart de ces unités-là sont terriblement surpeuplées par des instituteurs qui peuvent encore donner leur expertise à nos enfants. Il en découlera, et nous l'annonçons ici, un redéploiement drastique dans les 2 prochains mois. Si je prends le Fundi, comment peut-on comprendre que l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Yaoundé 3 ait plus de 200 personnels? Où sont les espaces? Qu'est-ce qu'ils font? Et le rapport du délégué régional du centre, par exemple, que nous avons exploité, les autres vont l'être, montre que dans ce groupe-là, il y a des absentéistes, il y a des personnels qui ne sont plus à leur poste, il en existe qui sont devenus des fermiers, et il y a naturellement ceux qui se relaient dans les bureaux dans la semaine. Et une chose est sûre, pendant que certaines inspections n'ont que l'inspecteur, il n'est pas normal que de tels égarements ne soient corrigés. Nous ferons le point et nous aurons ce qui est sûr. Près de 1000 instituteurs dans le cas. Nous allons les redéployer et je l'ai dit de manière drastique. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a saisi l'opportunité de cette célébration pour s'adresser aux hommes de médias, pour faire le point sur les préoccupations dominantes du secteur des médias au Cameroun. CNN vous livre l'essentiel de son discours. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, chers invités, mesdames, messieurs, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre ce 3 mai 2021 la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est d'abord, il faut le rappeler, l'expression d'une aspiration collective, celle de tout un peuple. Le peuple camerounais, assoiffé de liberté, désireux à juste titre de faire entendre ses vues, sa voix, et faire prendre en compte ses choix dans la conduite des affaires nationales dont il est et demeure l'acteur majeur et le principal enjeu. C'est davantage, ne l'oublions pas, l'expression d'une volonté politique, celle d'un homme, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, dans sa clairvoyance reconnue, a décidé de rompre avec un passé monolithique
peu propice à l'éclosion et à la manifestation des libertés publiques. Oui, le Cameroun est aujourd'hui un pays démocratique, où s'exerce la liberté de la presse. C'est au président Paul Biya que nous le devons. Et c'est le lieu, une fois encore, de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Cette célébration, faut-il le rappeler, coïncide cette année avec le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek, le 3 mai 1991. Ce jour-là, vous le savez, l'UNESCO jetait de concert avec les États du monde les jalons de ce qui est devenu l'un des piliers de la démocratie moderne. Je veux parler de l'émergence d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Il m'est donc particulièrement agréable de m'adresser à vous à cette occasion. 3 décennies après la déclaration de Windhoek, la cartographie de la liberté de la presse dans le monde demeure bien contrastée. Si dans de nombreux pays, des efforts considérables ont été accomplis pour améliorer les conditions d'accès à une information libre et crédible, dans bien d'autres, la situation demeure préoccupante. En effet, dans plusieurs pays, des journalistes et professionnels des médias font encore l'objet de sérieuses entraves, voire de sévices de toutes sortes, dans le cadre de l'exercice de leur profession. Cet état d'insécurité qui hante le quotidien des hommes et femmes de médias préoccupe à plus d'un titre tous les États démocratiques, dont le Cameroun, qui se veut respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. C'est dire que notre pays n'aura pas attendu Windhoek et le 3 mai 1991 pour affirmer son option en faveur de la liberté de la presse et du droit des citoyens à l'information. C'est en effet à la faveur de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale que le Cameroun a amorcé son immersion dans le champ de liberté spécifique aux médias. Cette avancée indéniable et remarquable, je l'ai dit et le réaffirme, est à mettre au premier chef à l'actif du président de la République, son Excellence Paul Biya. Grâce à ce cadre juridique éminemment libéral et qui a institué à la fois la liberté d'entreprendre et la liberté de publier, le Cameroun compte aujourd'hui plus de 600 titres qui paraissent régulièrement pour ce qui est de la presse écrite, près d'une centaine de stations de radiodiffusion, environ une trentaine de chaînes de télévision et une presse cybernétique dont le foisonnement est fort impressionnant. Au plan éditorial, on observe à l'évidence une liberté de ton particulièrement marquée, sans aucune autre restriction que celle prescrite par les règles éthiques et déontologiques ou par la loi. Il n'y a donc aucun doute à cela, l'ensemble des acteurs médiatiques dignes de ce nom, exerçant sur le territoire camerounais, le font en toute liberté et en toute indépendance. Les uns et les autres n'ayant pour seule jauge et juge de leurs pratiques que les règles éthiques et déontologiques et la protection des droits d'autrui, ainsi que ceux de la collectivité, comme dans toute société démocratique et organisée. Il me paraît donc loisible de dire, sans outrecuidance,
que le Cameroun peut véritablement être considéré comme un pays de démocratie et de liberté. Si donc nous pouvons nous féliciter des acquis notables et des progrès indéniables de ce pluralisme médiatique et de la liberté d'expression éprouvée, force nous est cependant de constater, pour le regretter, une certaine tendance à la récurrence des dérives professionnelles. Au nombre de celles-ci, dont on pourrait citer la publication de fausses nouvelles, les entêtes à l'honneur, à la considération et à la dignité d'autrui, la publication d'informations mensongères, la diffamation, l'injure, des appels à la sédition, de discours de haine et de discrimination tribaliste et identitaire, l'hostilité contre la patrie et j'en passe. Cette situation est en outre exacerbée par l'irruption et la généralisation des réseaux sociaux dans la sphère sociale, remarquable par les fake news et leur relais par les médias conventionnels. À tout ceci s'ajoute, hélas, l'instrumentalisation dont les médias et les journalistes font de plus en plus l'objet de la part de lobbies et autres acteurs tapis dans l'ombre, qui a fait naître une presse à gages dont l'action se montre particulièrement nuisible à l'image de la profession et partant à celle du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur. Certes, il convient de reconnaître que la presse camerounaise évolue dans un environnement particulièrement difficile en termes de viabilité économique de ses structures et de valorisation de ses ressources humaines. Le gouvernement de la République en est parfaitement conscient. Dans le sous-secteur de la presse écrite, ces difficultés concernent notamment les questions liées à la production matérielle, qui accroissent les coûts de fabrication et la faiblesse, voire l'inexistence, des réseaux de distribution qui limitent la présence des journaux sur le marché. Au bout du compte, ces graves carences finissent par faire de la presse écrite un produit dont la rentabilité s'avère faible, sinon incertaine. En ce qui concerne l'audiovisuel, l'importance des investissements et coûts d'exploitation dans ce sous-secteur est insuffisamment compensée par l'étroitesse du marché publicitaire, faisant des entreprises audiovisuelles des structures chroniquement déficitaires. De manière générale, et plus grave encore, l'instabilité, voire l'inexistence des salaires et des profils de carrière dans la plupart des entreprises de presse rendent difficile l'exercice de la profession. Mais, quoi qu'il en soit, l'ampleur de ces difficultés ne saurait, à elle seule, justifier l'enracinement des dérives persistantes constatées au sein du paysage médiatique. Car il n'est point besoin de vous rappeler que dans un état de droit, l'exercice de la profession de journaliste est régi par des règles et encadré par la loi. Lorsque, de manière délibérée, certains comportements s'érigent en normes, en violation des lois et des codes éthiques et déontologiques, cela constitue une entorse à la liberté de la presse et un recul de la démocratie. Bien plus, dans un monde où les avancées technologiques et les médias sociaux ont rendu la circulation de l'information fluide, avec un flux de sujets de provenance diverses, la vérification rigoureuse des sources doit rester la ligne de démarcation des professionnels
ainsi qu'un impératif cardinal. Car nous devons constamment garder à l'esprit que la diffusion de nouvelles non vérifiées peut constituer, dans un contexte comme le nôtre, un motif de destruction de notre cohésion nationale. Il est donc impérieux pour la presse et les professionnels des médias de se réapproprier les règles de base qui encadrent leur profession, faire corps avec des valeurs fondamentales de notre modèle démocratique, garder à l'esprit le nécessaire respect de la législation et renforcer notre culture de la citoyenneté. À cet égard, en tant qu'autorité de tutelle du secteur de la communication, il me semble qu'ériger la préservation des intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tout n'est pas incompatible avec la liberté et l'indépendance du journaliste. Un tel choix est une preuve de citoyenneté et devrait constituer le socle d'appui de l'exercice de votre profession. Je veux par ailleurs mettre l'accent sur la nécessité de prendre vous-même en charge et en premier lieu l'assainissement de votre profession par des mécanismes d'autorégulation qui, dès lors qu'ils seront fiables et crédibles, prendront nécessairement le pas sur la régulation et le recours aux actions judiciaires. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, je veux à présent partager avec vous une réflexion sur le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à savoir l'information comme bien public. Pour le gouvernement garant de tous les biens publics, cet intitulé met en lumière le fait que l'information est une denrée précieuse qui doit être défendue par tous. En tant que bien public, l'information est ainsi la source qui permet aux citoyens d'être renseignés sur les grands sujets de la vie publique. Bien plus, ce faisant, elle doit mettre chacune et chacun en sécurité. Pour sa part, le gouvernement s'emploie au quotidien à fournir à nos concitoyens une information crédible et transparente sur la vie de la nation au travers de vos médias, qui sont des partenaires indéniables, voire incontournables, dans l'atteinte de cet objectif. Pour ce faire, le ministère de la Communication continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions d'émergence d'une véritable liberté de la presse et d'une presse de qualité au Cameroun. À cet égard et de manière générale, la mise en application des résolutions des États généraux de la communication de 2012 demeure une de nos priorités. Ces recommandations constituent sans aucun doute une base qui nous permettra d'assainir durablement l'environnement de la presse. Dans le même ordre d'idées, le ministère de la Communication poursuivra le plaidoyer qu'il a engagé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue du relèvement de l'appui institutionnel aux médias à capitaux privés, en cohérence bien sûr avec des contraintes macroéconomiques et sociétales auxquelles le pays doit faire face. Mais d'ores et déjà, avec l'aboutissement à venir des textes d'application de la loi numéro 2015/007 du 15 avril 2015 régissant l'audiovisuel au Cameroun, le fonds de soutien de l'audiovisuel créé par la dite loi entrera dans sa phase opérationnelle. Qui plus est, de concert avec les organisations professionnelles, des plateformes paritaires sont en train d'être mises en place
pour trouver des solutions durables à la rationalisation des coûts de production et la structuration des réseaux de distribution dans la presse écrite par des mécanismes de mutualisation professionnelle adossés à des partenariats publics-privés dans le secteur des arts graphiques et des transports postaux. Mais il va sans dire que toutes ces actions entreprises par le gouvernement ne pourront produire des résultats probants en termes de viabilité économique des médias et d'émergence d'une presse prospère et de bonne qualité que si les acteurs se résolvent à faire leur propre mue pour que naissent de véritables entreprises médiatiques soutenues par des méthodes managériales modernes et conformes à l'orthodoxie en la matière. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, une journée dédiée à la presse à l'échelle du monde, dégronnait le chapelet des atteintes multiples à la noble profession qui est la vôtre, ou encore de nous appesantir sur les affres d'une presse en manque de moyens financiers et confrontée à la précarité. Elle est aussi, et sans doute davantage, l'occasion de réaffirmer et d'exalter la place éminente de cette composante au sein de la nation, et partant son rôle majeur tant dans l'information, l'éducation des masses populaires et l'éveil des consciences que dans la recherche des réponses aux défis qui nous interpellent, qu'ils soient politiques, sécuritaires, économiques ou socio-culturels. Sans nul doute, c'est à cette prise de conscience que vous convie la journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons de concert aujourd'hui. Car c'est à ce prix qu'ensemble, nous œuvrerons avec bonheur à l'éclosion, à l'existence et à l'épanouissement d'une presse libre, indépendante, viable, crédible et responsable. Sur ce, mesdames, messieurs les journalistes, messieurs les professionnels des médias, je souhaite à chacune et chacun de vous une bonne célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.